Bonjour à vous. Bienvenue sur la chaîne Histoire et Confession, merci de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune histoire. Les histoires que nous allons partager, inspirées de récits trouvés sur Internet, sont destinées exclusivement au divertissement. Elles ne doivent pas être interprétées comme des encouragements à imiter de tels actes ni comme des discriminations envers des personnes spécifiques. Mon père. L'homme qui a couché avec ma fiancée. Une semaine. Une seule misérable semaine avant notre mariage. Laisse ça te traverser. Une semaine avant le jour où j'étais censé épouser l'amour de ma vie, ou du moins celui que je croyais être l'amour de ma vie, elle était dans son lit, et moi, je ramassais les morceaux. Les leurs, les miens. Tous brisés. Alors j'ai fait ce que n'importe qui aurait fait dans un film, mais que personne ne croit jamais possible dans la vraie vie, j'ai transformé leur petite soirée parfaite en chute libre publique. Une chute qu'ils n'ont jamais vue venir. Je m'appelle Joseph. J'ai 32 ans. Je suis un homme, et jusqu'à il y a 6 mois, je pensais avoir tout compris. J'avais trimé pendant des années dans la construction, sué sur des chantiers de l'aube jusqu'à la nuit. Puis j'ai lancé ma propre entreprise de sous-traitance. Parti de rien, j'avais bâti quelque chose de vrai. Et enfin, l'argent rentrait. Pas l'argent facile, non, l'argent honnête. Celui qu'on gagne avec ses mains, son dos, sa volonté. Je ne suis pas du genre à fanfaronner, mais je fais un M88, je vais à la salle 5 fois par semaine et je conduis un Ford F-150 que j'ai fini de payer bien avant la date prévue. Rien ne m'a été donné. Rien. Chaque centime, chaque muscle, chaque cicatrice, c'est moi qui les ai forgés. Au lycée, j'étais ce gamin paumé, incapable de dire ce qu'il voulait vraiment. Les notes, ça allait, sans plus. Mais l'université ne m'appelait pas. Et bien sûr, ça ne plaisait pas à mon père. Ryan, 56 ans, l'homme aux principes rigides. Pour lui, il fallait un diplôme pour exister dans ce monde. Il me le répétait en croisant les bras, le regard dur comme s'il inspectait une recrue dans une caserne. Tu veux réussir? Alors va à l'université. Ironique, quand on y pense. Lui-même n'y a jamais mis les pieds. À la sortie du lycée, il s'est engagé dans l'armée, a fait ses 20 ans, et s'est ensuite retrouvé parachuté dans un poste de vice-président dans une compagnie d'assurance, grâce à ses anciens copains militaires. Le genre d'homme à vivre selon la devise « Faites ce que je dis, pas ce que je fais ». On aurait juré que c'était tatoué sur son front. Le jour où je lui ai dit que je préférais aller en école de commerce plutôt que perdre 4 ans dans un amphi, j'ai vu son visage se décomposer comme si je venais d'annoncer que je partais rejoindre un cirque. Le travail manuel, pour lui, c'était bon pour ceux qui n'avaient pas de cerveau. Il l'assénait devant tout le monde aux dîners familiaux, la tête secouée avec un dégoût à peine voilé. Comme si je n'étais même pas là. Et pourtant, c'est bien lui ce grand donneur de leçons qui a couché avec ma fiancée. Pendant que mon père grognait sur mes choix, moi, j'apprenais. Pas dans un amphithéâtre climatisé, non. J'apprenais sur le terrain. J'acquérais de vraies compétences. Des compétences qui payaient les factures, qui construisaient quelque chose de concret. Et ironie du sort, ces mêmes compétences finissaient par me rapporter des milliers de dollars quand les amis de mon père, tous membres très distingués de son précieux country club, faisaient appel à moi pour réparer leur maison. Des villas impeccables, des cuisines de luxe, des terrasses à faire pâlir un architecte, et c'était moi, le sans diplôme, qu'ils appelaient. Ma mère, Stella, 53 ans, a toujours été la médiatrice de notre famille. Toute sa vie, elle a joué ce rôle. 25 ans comme infirmière de nuit, à se faire hurler dessus par des patients en détresse, à changer des bassins, à faire ce travail invisible, ingrat, usant. Et malgré cela, elle trouvait toujours la force, en rentrant à la maison à l'aube, de tenter de recoller les morceaux entre mon père et moi. Ton père veut juste ce qu'il y a de mieux pour toi, me disait-elle, les yeux doux, pleins d'un espoir presque douloureux, en posant doucement sa main sur la mienne à travers la table, alors même qu'il venait de me rabaisser devant tout le monde, alors même qu'il agissait comme un parfait connard. Un facilitateur classique, peut-être. Mais elle le faisait avec le cœur. Avec amour. À 28 ans, j'avais ma propre équipe, mon propre camion, mes propres contrats. Je gagnais plus que la plupart de mes amis et ceux-là même qui m'avaient regardé de haut à la sortie du lycée, forts de leurs beaux diplômes, mais croulant maintenant sous les dettes étudiantes. Moi, j'avais bâti ma vie brique par brique. Sans raccourci, sans piston, sans excuse. C'est à cette époque que j'ai rencontré Aurélie.
C'était au barbecue de mon pote Matthews, un samedi d'été. Je me souviens encore de l'instant où elle est apparue. La porte s'est ouverte, et tous les gars se sont retournés d'un coup. C'était comme dans un film. Elle avait de longs cheveux blonds, une silhouette sculptée par ses cours de fitness ultra tendance qu'elle adorait mentionner, et ce sourire, ce foutu sourire qui vous donnait l'impression d'être le seul être humain sur Terre. Elle avait elle aussi 28 ans, responsable marketing dans une start-up tech de luxe. Toujours à parler d'empouvoirment, de briser le patriarcat, de plafond de verre à faire exploser. J'avoue, au début, je trouvais ça plutôt cool. Sa passion, son feu intérieur. Elle avait cette énergie de femme inarrêtable. Et contre toute attente, le courant est passé. Tout de suite. Sur le papier, ça n'avait aucun sens. Elle venait d'un monde où tout le monde avait un diplôme encadré au-dessus de la cheminée, avocat, consultant, dentiste. Un monde propre, bien rangé. Et moi? J'étais le gars qui porte des bottes de chantier et qui s'en l'assure. Le type qui fait des devis sur une tablette cabossée. J'attendais qu'elle se rende compte que je ne faisais pas partie de son univers. Qu'elle ouvre les yeux, qu'elle me regarde vraiment, et qu'elle se dise « Qu'est-ce que je fous avec lui ?» Mais ça n'est jamais arrivé. Elle ne m'a jamais regardé de haut. Au contraire, elle semblait attirée par ce que j'étais. Vraiment. J'adore la façon dont tu travailles avec tes mains, murmurait-elle en traçant des cercles du bout des doigts sur mon avant-bras, pendant qu'on était affalés sur le canapé, un film oublié tournant en fond. Tous les mecs que je rencontre sont des geeks qui ne sauraient même pas changer un pneu. Même sous la menace. Ouais, j'aurais menti si j'avais dit que ça ne flattait pas un peu mon ego. Je ne vais pas mentir. Après 8 mois ensemble, Aurélie et moi avons emménagé dans un petit appartement lumineux, près d'un parc. 2 ans plus tard, le jour de notre anniversaire, j'ai décidé que le moment était venu de rendre tout ça officiel. Rien de théâtral, rien d'ostentatoire. Juste nous deux. Je l'ai emmené faire une randonnée jusqu'à un vieux belvédère que je connaissais depuis l'adolescence, un endroit un peu hors du temps, d'où l'on pouvait voir la vallée s'étendre à perte de vue. J'ai attendu que le soleil commence à descendre, enveloppant le monde d'or et d'ambre. Puis je me suis mis à genoux, et j'ai sorti la bague de ma grand-mère, une pièce art déco précieuse que ma mère avait gardée précieusement toutes ces années, rien que pour moi. Aurélie s'est mise à pleurer dès qu'elle a vu la bague. Elle s'est jetée dans mes bras, m'étreignant si fort que j'en ai presque perdu le souffle. « C'est parfait, Joseph », a-t-elle murmuré. Quand j'ai annoncé nos fiançailles à mes parents, maman était au comble de la joie. Elle pleurait déjà à l'idée de choisir sa tenue. Mais c'est mon père qui m'a le plus surpris. Un jour, alors que nous étions seuls dans le garage, il m'a tapé dans le dos, et avec un demi-sourire, il a dit « C'est une décision intelligente, mon fils ». C'était peut-être la première fois en 10 ans que ces mots ne portaient ni jugement, ni sarcasme. Un vrai compliment. Je me souviens avoir été touché, et maintenant, avec le recul, je me dis que j'aurais peut-être dû y voir un signe. Une anomalie dans la machine. L'année suivante, les préparatifs du mariage ont tout envahi. Aurélie s'est lancée dans l'organisation avec l'énergie d'un chef de projet en pleine campagne présidentielle, location d'une grange rustique à 2 heures de route, invitations artisanales à la main, service traiteur de la ferme à la table, musicien live, photographe primé. Rien n'était trop beau pour « notre jour spécial ». Et à chaque fois que je fronçais les sourcils en regardant grimper le budget, elle attrapait ma main et me murmurait, l'air espiègle, « Tu veux pas que ce soit parfait, Joseph ?» Et comme un idiot, j'acquiesçais. Parce que je l'aimais. Parce que je croyais en elle, en nous. Mais pendant qu'elle rêvait de compositions florales et de robes pour demoiselles d'honneur, moi, je pensais à ce qu'il y avait après. J'ai versé un acompte sur une maison dans un bon quartier scolaire, ouvert un compte épargne pour nos futurs enfants, commencé à étudier l'expansion de mon entreprise vers des projets commerciaux plus stables, plus ambitieux. Je construisais un futur. Une vie. Quelque chose de solide. Et Aurélie ? Elle semblait partager cette vision. Elle parlait d'enfants, de prénoms, de la manière dont on les élèverait, de leur inculquer l'indépendance, la curiosité. Parfois, elle partait un peu loin dans ses discours, parentalité non genrée, refus catégorique d'offrir des Barbies à une éventuelle fille, engagement militant jusque dans le choix des vêtements pour bébé. Je me disais juste qu'elle était passionnée, progressiste. Ça ne me dérangeait pas. La vie, en somme, était belle. Mon entreprise tournait à plein régime, j'avais plus de travail que je ne pouvais en prendre,
et tout ce que j'avais construit commençait à porter ses fruits. Notre maison était presque prête, elle nous attendait après le mariage. Tout semblait s'aligner, parfaitement. Le grand jour était prévu pour le 15 juillet. Dans 6 semaines. 6 petites semaines. Je pouvais presque toucher la ligne d'arrivée. Et puis, est arrivé ce mardi-là. Un mardi de juin, banal, presque ennuyeux sauf qu'il a tout bouleversé. J'étais sur un chantier, en train de rénover une salle de bain luxueuse dans l'un de ces quartiers où les voisins conduisent des SUV européens, et où les chiens mangent probablement mieux que la moitié du pays. Le genre de projet où le client s'attend à voir le patron sur place, à serrer la main, à recevoir des rapports en personne. Je ne savais pas encore que ce jour-là, tout allait basculer. Je lui ai serré la main, regardé droit dans les yeux, comme tout bon entrepreneur le ferait. Madame Peterson se tenait là, bras croisés, le visage tendu comme un chef d'orchestre impatient, répétant pour la 100e fois comment elle voulait que son carrelage italien soit parfaitement posé dans la niche de douche. Un angle trop aigu, une teinte mal orientée, et elle pouvait vous faire sauter comme une mine antipersonnelle. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer dans ma poche, mais je ne pouvais pas décrocher. Pas devant elle. Une cliente comme Madame Peterson, c'est le genre à vous ruiner auprès de tout un quartier en un seul texto. Alors je suis resté concentré. Engagé. Patient. Le visage calme, même si chaque vibration me faisait l'effet d'une goutte d'acide. Quand je suis finalement sorti pour reprendre mon souffle, je me suis adossé au camion et j'ai sorti mon téléphone. 6 appels manqués. Tous de maman. Pas des messages. Pas une notification. 6 appels. Mon estomac s'est retourné. Maman ne m'appelait jamais au milieu d'une journée de travail. Elle savait ce que ça signifiait, elle respectait ça. Tout comme je respectais le fait qu'elle n'était pas du genre à paniquer pour un oui ou pour un non. Donc, si elle appelait comme ça, il s'était passé quelque chose. Quelque chose de grave. Sans réfléchir, j'ai appuyé sur rappeler, la mâchoire déjà crispée, les nerfs à fleur de peau. Elle a décroché dès la première sonnerie. Joseph ? Sa voix était rauque, étranglée. Elle avait pleuré. Longtemps. Sa gorge était écorchée par l'angoisse. Maman ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça va ? Dis-je, ma voix déjà un peu trop haute. Tu dois rentrer à la maison tout de suite, sanglota T.L. Il s'agit de ton père et d'Aurélie. Et là, le monde a basculé. Un poids glacial s'est abattu dans mon ventre, comme une pierre jetée dans un lac gelé. Mon cœur a raté un battement. Maman, dis-moi ce qui se passe. Est-ce que tout le monde va bien ? Y a-t-il eu un accident ? Je ne me souvenais déjà plus de mes pieds, seulement de leur course. J'étais en mouvement, mon corps en pilote automatique. Mon esprit, lui, s'était figé sur ces deux noms, papa et Aurélie. Je levai les yeux et croisai le regard de Miguel, de l'autre côté de l'allée. Il vit mon expression et comprit immédiatement. Je lui fis un signe bref pour qu'il prenne le relais, puis je montai dans le camion sans un mot. Dans l'écouteur, la voix de ma mère s'était effondrée. Non, rien ne va bien, Joseph. S'il te plaît, viens à la maison. Et elle a raccroché. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents me prenait normalement 25 minutes. Ce jour-là, je l'ai fait en 15. Je grillais les feux jaunes, je doublais à droite, j'ignorais le compteur. L'adrénaline pulsait dans mes veines comme un poison. Mon cerveau carburait à 1000 à l'heure. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Est-ce qu'ils s'étaient disputés ? Est-ce que quelqu'un avait été blessé ? Pourquoi Aurélie serait-elle avec mon père, alors qu'elle était censée être à cette fameuse retraite de planification de mariage avec ses demoiselles d'honneur ? C'était ça, la question qui revenait, encore et encore, comme un marteau cognant au fond de mon crâne, pourquoi seraient-ils ensemble ? Un spa de luxe, à 2 heures de route, dans le nord de l'État, voilà où Aurélie était censée être. Une retraite chic, avec massage aux pierres chaudes, séance de yoga au lever du soleil, jus vert pressé à froid et planification de mariage autour de bougies parfumées. Elle en parlait depuis des mois. C'était son idée, une version moderne, féministe et holistique de l'enterrement de vie de jeune fille. Elle avait même dit ça avec un clin d'œil, comme si elle était en avance sur tout le monde. Alors, pourquoi est-ce que sa Prius blanche était garée dans l'allée de mes parents, juste derrière le Silverado de mon père ? J'ai eu un vertige. Un gouffre s'est ouvert sous mes pieds. Elle était censée être loin, pas ici.
pas chez eux. Si elle était revenue, pourquoi ne pas être rentrée chez nous? Pourquoi ne pas m'avoir appelé? Mes mains tremblaient en coupant le moteur. J'ai ouvert la portière comme un automate et mis un pied au sol, incapable de bouger tout de suite. Mes jambes refusaient de coopérer. Mon corps savait déjà ce que mon esprit refusait encore d'admettre. La porte d'entrée était entrebâillée. Chez mes parents, ça n'arrivait jamais. Ils verrouillaient même pour sortir les poubelles. Je suis entré. La maison, d'habitude si propre, si rangée, avait une lourdeur étrange, presque visqueuse. Une tension dans l'air, comme juste avant une tempête. Maman était là, assise à la table de la cuisine, encore en blouse d'infirmière. Ses cheveux mal attachés, son maquillage en train de couler sur ses joues creusées. Elle avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 1 heure. Les cernes sous ses yeux étaient presque violets. Quand elle m'a vu, elle a éclaté en sanglots. Elle s'est recroquevillée sur elle-même, le visage enfoui dans ses mains. J'ai couru vers elle, tombé à genoux. « Maman, s'il te plaît, qu'est-ce qui se passe? Tu me fais une peur bleue. » Ma voix se brisait. J'étais déjà au bord du vide, et je le savais. Elle a essayé de parler, mais ne réussissait qu'à produire de petits halètements saccadés. Comme si son propre chagrin l'étranglait. J'étais rentré plus tôt du travail, pour une migraine. J'avais juste besoin de m'allonger avant de repartir pour mon quart du soir. Ses mains tremblaient tellement qu'elle s'est agrippée au bord de la table pour ne pas s'effondrer. Et puis elle a dit, j'ai entendu, des bruits, venant d'en haut. Mon cœur s'est figé. Ma gorge s'est asséchée d'un seul coup. Qu'est-ce que tu veux dire, maman? Ai-je murmuré, même si, au fond de moi, je savais. Je savais. Ses yeux me fixaient, ravagés. Des yeux qui ne devraient pas exister dans le regard d'une mère. Je pensais que ton père regardait peut-être, quelque chose d'inapproprié. Ou quelque chose de ridicule comme ça. Elle secoua la tête, une larme silencieuse traçant une ligne nette sur sa joue. Mais elle n'a pas pu finir sa phrase. Elle n'a pas eu besoin de finir. Parce qu'à ce moment précis, dans le silence de la maison, j'ai entendu du mouvement à l'étage. Un froissement de drap. Une voix étouffée. Un éclat de rire contenu. Un bruit que je ne pourrai plus jamais oublier. Un rugissement a explosé dans ma tête, un marteau-piqueur de douleur et de fureur. Tout mon être était devenu un tambour de guerre, un vide hurlant dans lequel mon cœur battait contre l'impossible. Contre l'inacceptable. Où sont-ils maintenant? Les mots sont sortis de ma bouche, mais ils ne m'appartenaient plus. Ma voix était étrangère, creuse, comme filtrée à travers une coquille vide. On aurait dit qu'on avait mis mon âme en sourdine. Maman m'a serré la main avec une telle force que j'en ai eu mal. Toujours en haut? A-t-elle murmuré, comme si elle n'osait pas y croire elle-même. Puis, à voix plus basse encore, la gorge serrée, ils ne savent pas que je t'ai appelé. Joseph, je suis tellement désolé. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Je ne pouvais pas faire semblant. Pas après ce que j'ai vu. Ces mots m'ont percuté comme un poing en pleine poitrine. Tout l'air est sorti de mes poumons. Je suis resté là, figé, les muscles tétanisés, incapable de respirer. Mais sous le choc, quelque chose s'est allumé. Pas une pensée. Pas une émotion. Une rage. Pure. Crue. D'une chaleur si brûlante qu'elle réduisait en cendres tout ce qui restait de mon sang-froid. Depuis combien de temps? Ai-je fini par dire, chaque mot arraché à ma gorge comme du métal fondu. Maman a baissé les yeux. Elle avait l'air brisée, vidée. Une ombre d'elle-même. Je ne sais pas avec certitude, a-t-elle avoué, d'une voix aussi fine qu'un fil. Mais j'ai vu des messages sur le téléphone de ton père. Je les ai lus pendant qu'il prenait sa douche. J'essayais de comprendre, Joseph. Je voulais croire que je me faisais des idées. Elle a dégluti avec peine, les yeux pleins de larmes qu'elle n'avait plus la force de retenir. Il remonte à des mois. Des mois, Joseph. Il se retrouve ici, chez nous, pendant que je suis au travail, et que toi, tu es sur tes chantiers. Chaque mot plantait une lame un peu plus profondément. Mon corps, mon cœur, ma tête, tout se fissurait sous le poids de la vérité. Toutes ces soirées où Aurélie prétendait travailler tard sur une campagne importante. Tous ces week-ends entre filles qui s'éternisaient jusqu'au matin.
Toutes ces pêches annulées à la dernière minute par mon père pour cause de limbago ou de rencontres d'anciens camarades. Tout ça, c'était des mensonges. Je me suis redressé lentement, chaque muscle de mon corps tiré comme un câble prêt à rompre. Mes poings se serraient et se desserraient à mon insu, comme s'ils cherchaient déjà quelque chose à frapper. « Reste ici », ai-je dit à maman, d'une voix si calme qu'elle m'a fait peur à moi-même. Elle m'a attrapé le bras, ses yeux écarquillés de panique. « Joseph, s'il te plaît », a-t-elle murmuré, dévastée. « Ne fais pas de bêtises. Je n'en peux plus. Pas aujourd'hui. » J'ai posé ma main sur la sienne, doucement. Je l'ai détachée sans violence, juste assez pour la rassurer. Je veux juste voir. De mes propres yeux. Ma voix était basse, presque un souffle. J'ai besoin de savoir que c'est vrai. Que ce n'est pas juste un cauchemar. Une partie de moi, minuscule, refusait encore d'y croire. Peut-être qu'elle avait mal vu. Peut-être qu'il y avait une explication. Quelque chose de rationnel. Quelque chose de moins horrible. Mais au fond de moi, je savais. Je savais que toutes les pièces du puzzle s'étaient déjà assemblées. Et que l'image qu'elle formait me dégoûterait à jamais. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas appelé. J'ai simplement ouvert la porte de la chambre de mes parents. Et je suis entré. La première chose que j'ai vue, c'était le désordre. Draps froissés, jetés au pied du lit. Des vêtements éparpillés, des sous-vêtements roulés en boule. L'air était chaud, chargé d'une moiteur qui ne laissait place à aucun doute. La deuxième chose que j'ai vue, c'était eux. Ils étaient habillés. Dieu merci. Mais l'odeur, l'ambiance, la tension dans la pièce, tout criait ce que je refusais encore d'entendre. Mon père. Ma fiancée. Dans le lit de mes parents. Et mon monde s'est effondré. Aurélie était assise sur le bord du lit, les cheveux en désordre, essayant de les discipliner du bout des doigts. Elle ne m'avait pas encore vu. Mon père, lui, était près de la commode, tentant de boutonner sa chemise, ses doigts maladroits, tremblants, comme s'il avait oublié comment fonctionnait un bouton. Et puis ils m'ont vu. Tous les deux se sont figés. Comme si j'avais tiré un coup de feu dans la pièce. Le visage d'Aurélie s'est métamorphosé en une fraction de seconde d'un agacement distrait à une horreur totale. Ses yeux se sont écarquillés, ses lèvres se sont entr'ouvertes sans qu'aucun mot n'en sorte. Mon père s'est arrêté net, une main suspendue à un bouton à moitié fermé, la bouche entr'ouverte, incapable de parler. Il ouvrait et refermait la mâchoire, comme un poisson hors de l'eau. Et pendant une seconde, une seule, le monde a arrêté de tourner. Je les voyais. Clairs comme jamais. Sans le filtre de l'amour, de la confiance, ou de l'espoir. Juste eux. Nus dans ce qu'ils étaient vraiment, deux personnes que j'aimais et qui venaient de m'écraser l'âme. Et j'ai ri. Pas un rire joyeux. Pas même un rire nerveux. Un son déchiré, brut, le genre de bruit qu'on fait quand quelque chose d'intérieur se brise pour de bon. Ne vous arrêtez pas pour moi, ai-je dit, la voix ferme, glaciale, comme si les mots ne m'appartenaient plus. On dirait que vous avez une excellente relation tous les deux. Papa a tenté quelque chose. Un début de justification, une voix rauque, fils, je peux t'expliquer, ne m'appelle pas comme ça. Je l'ai coupé. Net. Tranchant. Chaque syllabe un coup de couteau. Tu n'as plus le droit de m'appeler comme ça. Aurélie, elle, était déjà dans une autre posture. Les larmes coulaient maintenant, rapidement, comme si elle avait appuyé sur un bouton. Elle fit un pas vers moi, tremblante, les mains tendues comme si j'étais un chien blessé qu'elle tentait d'apprivoiser. Joseph, bébé, ce n'est pas ce que tu crois, dit-elle en sanglotant, le mascara creusant des rivières noires sur ses joues. Je te jure, je te le jure, c'est pas... Je me suis adossé au cadre de la porte, les bras croisés, pour m'empêcher de trembler. Pour ne pas m'effondrer. Ah bon? Parce que là, ça y ressemble pas mal. Ma fiancée, en train de baiser mon père, dans le lit de mes parents. Je l'ai regardé. Et là, j'ai vu. Les boucles d'oreilles. Celles que j'avais choisies avec soin. Celles que j'avais économisées pour acheter. Celles que j'avais emballées moi-même à Noël dernier, avec un œuf rouge et un petit mot, pour toi, parce que tu illumines ma vie. Je les ai pointées du menton. Et tu portes encore les boucles d'oreilles que je t'ai offertes pour Noël. Joli souvenir, non?
sa main vola à son oreille comme si je l'avais giflé. Ses doigts effleurèrent les diamants. Et son visage s'ouvrit d'un coup. Un instant, elle perdit son masque. Plus de larmes feintes. Juste une panique brute, animale. Depuis combien de temps ça dure? Ma voix était tranchante, sèche. Chaque mot une lame. Ils se sont échangés un regard. Rapide. Silencieux. Mais tellement parlant. Et là, tout a explosé. Combien de temps? Ai-je hurlé en frappant mon poing contre le chambranle de la porte. La vibration a fait tomber une photo de famille accrochée au mur. Elle s'est écrasée au sol dans un fracas sec, brisé. Un son parfait pour ce moment. Aurélie sursauta comme si elle avait entendu un coup de feu. Puis, à peine audible, elle murmura « 3 mois ». Ma gorge s'est resserrée. Elle enchaîna vite, d'une voix précipitée, paniquée, « Mais Joseph, ça ne voulait rien dire. » C'était rien, je t'assure. Rien. 3 mois. Et rien. C'était juste physique, sanglota Aurélie. J'ai été tellement stressé à cause du mariage, épargne-moi tes conneries. Ma voix tremblait, mais pas de tristesse. De rage contenue. J'étais suspendu à la limite, retenant à peine le feu qui bouillonnait sous ma peau. Je ne pouvais plus entendre une seule de ses excuses. Pas après ça. Pas après eux. Habillez-vous. Et sortez. J'ai craché les mots comme des ordres. Vous deux. Comme prévu, mon père s'est redressé, reprenant son vieux masque de sergent instructeur, cette posture de chef qu'il utilisait quand il voulait imposer le respect. Il tira sur sa chemise encore à moitié déboutonnée, cherchant à se faire plus grand, plus autoritaire. C'est ma maison, mon fils, lâcha-t-il d'un ton caverneux. Demande à maman si c'est encore le cas, ai-je répliqué, les yeux comme du givre. Elle est en bas. C'est elle qui t'a vu. C'est elle qui m'a appelé. Et là, je l'ai vu. Le changement. La vérité est enfin entrée en lui. Son visage a pâli, vidé de toute couleur, comme si le poids réel de ce qu'il avait fait venait de s'abattre sur ses épaules. Je me suis tourné vers Aurélie. Ses joues ruisselaient, ses mains tremblaient, elle ressemblait à une enfant prise en faute. Tu as 5 minutes, lui ai-je dit. Aucune émotion. Tu prends ce que tu peux. Le reste ira à la poubelle. Là où ça mérite d'être. Elle s'effondra. Un sanglot violent secoua tout son corps, théâtral, presque caricatural. Mais, où suis-je censé aller? Gémit elle. Toutes mes affaires sont dans notre appartement. Je ne bronchais pas. Pas un cil. Tu aurais dû y penser avant de baiser mon père. Je me suis tourné vers la porte, prêt à partir, puis je me suis arrêté. Une dernière chose me brûlait encore les lèvres. Oh. Et la bague reste. Je l'ai pointée du doigt. C'était celle de ma grand-mère. Un héritage familial. Et clairement, tu ne faisais pas partie de cette famille. Et là, clic. Ses larmes s'interrompirent net. Son visage se figea, se crispa, puis se déforma sous la colère. Tu ne peux pas me faire ça. Cracha-t-elle, la voix stridente, ses yeux désormais secs, brûlants. J'ai tellement investi dans cette relation. Hurla-t-elle. J'ai supporté tes amis débiles, tes jeux de sport stupides, t'es foutu chaque protéiné dans ce mixeur de merde à 5 heures du matin. Je mérite mieux. Je la fixais, abasourdi. C'était presque fascinant. La fille que je venais de surprendre en train de me trahir de la pire des façons était en train de m'énumérer mes défauts, comme si elle remplissait une liste de courses. Une illusion d'une pureté remarquable. Du grand art, presque. Tu mérites exactement ce que tu obtiens, ai-je dit. Ma voix était calme, mes mots limpides, aussi tranchants que du verre brisé. Rien. Et puis mon père a voulu faire son entrée finale. Il s'est avancé d'un pas lent, épaule droite, menton haut, cette même posture qu'il utilisait quand il voulait me faire peur. Comme quand j'étais gamin. Comme si ce jeu-là pouvait encore marcher. Joseph, commença-t-il, solennel, la voix lourde, pleine d'un ton d'autorité qu'il croyait encore avoir. On doit parler de ça comme des hommes. Comme des hommes. C'était la phrase de trop. Quelque chose en moi s'est fissuré. Puis a cédé. J'ai fait 2 pas en avant, le sang hurlant à mes tempes.
J'ai saisi mon père à la gorge et je l'ai plaqué violemment contre le mur, mon avant-bras écrasant sa trachée. Il a suffoqué, surpris, incapable de faire le moindre geste. J'étais si près de lui que je pouvais compter les rides autour de ses yeux, voir les pores de sa peau, sentir son souffle rauque et paniqué. Mon père. Mon traître. Mon bourreau. Il ne m'avait jamais vu comme ça. Et moi, je ne m'étais jamais senti aussi vivant. Chaque once de peur rampait derrière ses yeux. Ce n'était plus le regard d'un père face à son fils, c'était celui d'un homme pris au piège, qui comprenait enfin que l'équilibre avait changé. Il venait de réaliser que je n'étais plus le gamin maigre qu'il dominait d'un froncement de sourcils. Comme des hommes, ai-je grogné, d'une voix si basse, si rauque, que moi-même j'eus du mal à la reconnaître. Les hommes ne baissent pas la fiancée de leur fils. Ses yeux s'écarquillèrent. Il avait du mal à respirer, ses mains tentaient de desserrer mon bras, sans y parvenir. Tu as passé toute ma vie à me prêcher sur l'honneur. Sur la responsabilité. Sur la famille, ai-je sifflé entre mes dents, me penchant encore plus près, le visage à quelques centimètres du sien. Tu n'es rien d'autre qu'un hypocrite et un lâche. Puis j'ai lâché prise. Mon bras est retombé comme un coup près. J'ai reculé d'un pas, les mains tremblantes d'adrénaline, la poitrine en feu. Il s'est effondré contre le mur, haletant, le visage rouge et tendu par le choc. Il n'était plus ce pilier indéboulonnable de mon enfance, juste un homme, brisé, pris à son propre piège. Vous me dégoûtez tous les deux, ai-je dit, net, catégorique. La rage s'effaçait déjà, remplacée par un engourdissement glacial dans ma poitrine. Dans 5 minutes, je reviens. Et tu ne veux pas que je sois encore là. Je me suis tourné, j'ai quitté la chambre, refermé la porte derrière moi. Le bruit sec du battant résonna comme un point final. C'était terminé. Pour de bon. En bas, maman était toujours à la table de la cuisine, recroquevillée sur elle-même, plus petite que jamais. Comme si tout l'air de son corps avait été arraché d'un seul coup. Quand elle m'a vu, elle s'est levée lentement, l'air perdu, cherchant quelque chose dans mon regard. Une confirmation. Un espoir. Tu as. Commença-t-elle, d'une voix fragile. Ils partent, lui ai-je répondu en passant un bras autour de ses épaules. Nous méritons mieux. Toi et moi. Elle s'est effondrée contre moi, son front contre ma poitrine, ses larmes trempant ma chemise. Je l'ai tenue fort, plus fort que jamais. Et maintenant ? Murmura-t-elle, si doucement que j'ai failli ne pas l'entendre. J'ai pris une grande inspiration. Maintenant, on reconstruit. Et je fus surpris par la fermeté de ma voix. Par la clarté qui y résonnait malgré la douleur. Les semaines qui ont suivi furent comme vivre dans un brouillard. Un mélange étouffant de chagrin, de colère et de tâches administratives froides, mécaniques, implacables. Maman ne pouvait plus rester dans cette maison. Chaque pièce portait les cicatrices. Elle a emménagé dans mon appartement le soir même. J'ai pris le canapé sans poser de questions. Le lendemain, elle a contacté une avocate. Pas n'importe laquelle, Marian Delaney. Redoutable, incisive, sans pitié. Une institution en ville. Ironie du sort, l'année précédente, j'avais rénové sa cuisine du sol au plafond. On s'était bien entendu. Les petites villes ont leurs avantages. On connaît les bonnes personnes, quand il le faut. Et parfois, quand tout s'écroule, c'est ce réseau discret, tissé d'années de travail et de loyauté silencieuse, qui vous aide à tenir debout. Papa n'arrêtait pas d'appeler. Chaque jour, un nouveau message vocal. Parfois 2. Parfois 5. Il passait du hurlement furieux à la pitié dégoulinante, en passant par des excuses aussi creuses que répétitives. Des mots vides, viciés, qui n'avaient plus aucun poids. Pas après ce qu'il avait fait. Après 3 jours de ce cirque, j'ai coupé court. J'ai changé nos numéros de téléphone. Le mien, celui de maman. Plus de portes ouvertes. Plus de voix dans l'oreille pour empoisonner ce qu'il nous restait de paix. Quand on a su qu'il était au travail, j'ai envoyé 2 gars de mon équipe récupérer les affaires essentielles de maman. Elle n'a plus jamais eu à remettre les pieds dans cette maison. Je voulais qu'elle tourne la page. Qu'on tourne la page. Mais Aurélie, c'était une toute autre catégorie de cauchemar. Elle s'est pointée à l'appartement plus d'une fois. À chaque visite, elle jouait un rôle différent, comme si elle auditionnait pour une pièce où elle était toujours la victime.
D'abord, ce fut la version larmoyante, des sanglots, du mascara qui coulait en ruisseau noir, sa voix brisée dans le couloir. « Joseph, s'il te plaît, tu dois me croire. Ton père m'a manipulé. Il m'a mise sous pression. Il a abusé de son autorité. » Aurélie, dans toute sa gloire. Elle n'avait jamais su faire autrement que se placer au centre de son propre drame. La victime parfaite de son propre chaos. Quand les pleurs n'ont pas suffi, elle est passée à la rage. Une colère pure, volcanique. Elle m'a accusé d'avoir été distant, froid, émotionnellement indisponible. D'avoir négligé ses besoins, d'être obsédé par mon travail. Elle a réécrit notre histoire sous un angle où je devenais le bourreau. Et elle ? Une femme en quête de chaleur, de réconfort, que mon père lui aurait donné, par ma faute. Mais la goutte d'eau, celle qui a tout fait basculer, est arrivée un mardi soir. Vers minuit. Elle a débarqué en hurlant dans la rue comme une banshee sortie d'un cauchemar nordique. « Tu es émotionnellement violent !» hurlait-elle en frappant à la porte si violemment que j'ai cru qu'elle allait l'enfoncer. « J'ai abandonné tant de mes rêves de carrière pour toi. Pour ça ? Pour ta stupide vie ?» Les voisins ont ouvert leurs portes. Les visages curieux sont apparus, penchés, mi-effrayés, mi-fascinés. Certains filmaient discrètement. La scène avait tout d'un mauvais reality show. Moi ? Je suis resté calme. J'ai ouvert la porte. Aucune émotion. Juste une boîte en carton que j'ai posée dans le couloir. Dedans, le reste de ses affaires, brosse à cheveux, chemise oubliée, un livre qu'elle avait annoté. Et, en prime, une enveloppe. Avec des copies imprimées de ses messages explicites à mon père. Ceux que maman m'avait fait suivre. J'avais pris soin de surligner les pires lignes. Les plus crues. Les plus humiliantes. Puis je me suis tourné vers les voisins, rassemblés comme s'ils assistaient à une bagarre de rue. « Désolé pour le dérangement », ai-je dit, la voix posée. Ma fiancée a juste couché avec mon père. Elle a du mal à accepter les conséquences. Et j'ai refermé la porte. Lentement. Fermement. Et cette fois, c'est elle qui est restée dehors. Voilà qui elle est vraiment, ai-je dit en distribuant les copies comme des prospectus, méthodiques, précis, presque froids. Chacun de mes voisins tendait la main, incrédule. Le couloir s'était transformé en scène de théâtre absurde. Je voulais qu'il voie. Qu'il sache. Qu'il ne reste plus la moindre illusion. Aurélie, elle, restait figée, son visage ravagé par les larmes, maquillage en lambeaux, respiration hachée. Mais je n'ai pas scié. J'ai refermé la porte sur elle comme on referme un livre dont on ne veut plus jamais lire la fin. Juste avant que la serrure ne claque, j'ai vu Madame Patel, la douce grand-mère indienne du 4B, celle qui m'apportait des samosas encore chauds les dimanches, ramasser une des feuilles. Elle ajusta ses lunettes, lut quelques lignes, puis poussa un halètement si sonore que ça résonna dans tout l'étage. Sans vergogne, dit-elle, comme si elle prononçait une sentence à la Cour suprême. C'était la dernière fois qu'Aurélie montra son visage dans le bâtiment. Pendant ce temps, moi, je faisais l'autopsie minutieuse de ce qui aurait dû être mon avenir. Je l'ai décortiqué, pièce par pièce. J'ai annulé la grange, les traiteurs, les invitations dorées, la playlist personnalisée et tout. J'ai perdu des dépôts, évidemment, mais chaque centime valait la liberté de ne pas épouser ce serpent. Et la vérité ? Le soulagement d'avoir échappé à ce mariage valait bien plus que tous les chèques que j'ai dû signer pour m'en sortir. La maison fut l'étape suivante. Le dernier vestige concret de notre vie, parfaite. Nous avions signé l'hypothèque à deux, mais j'avais apporté la majeure partie de l'apport. Après avoir consulté un avocat, j'ai racheté sa part. Puis j'ai mis la maison en vente. Je ne pouvais pas y vivre. Pas une seule nuit. Chaque pièce aurait été un sanctuaire vide dédié à un futur qui n'a jamais existé. Annoncer la nouvelle à nos amis fut un autre champ de bataille. Certains ont été choqués. D'autres, carrément dupes. Et quelques-uns, les plus toxiques, ont même pris son parti. Tu peux croire ça ? Lisa, une soi-disant amie depuis des années, a eu le culot de me le dire en face, tu as dû faire quelque chose pour la repousser, Joseph. Inutile de dire qu'elle a été rayée de ma vie aussi vite que son commentaire avait quitté sa bouche. Mais les vrais sont restés. Ils ont aidé maman à vider la maison pendant que mon père était au travail, à porter des plats chauds les soirs où même l'idée de cuisiner nous semblait insurmontable.
Ils ont veillé, parlé, écouté, ou juste partagé le silence. Matthew, mon meilleur ami depuis le lycée, fut mon roc dans cette tempête. Un soir, alors qu'on buvait quelques bières sur mon balcon, l'air encore chargé d'été, il s'est tourné vers moi, le regard posé sur la nuit. « Tu sais, j'ai jamais pensé qu'elle était assez bien pour toi », a-t-il lâché calmement. « On a toujours eu l'impression qu'elle était avec toi malgré ton boulot, jamais à cause de ce que tu es. » Et ça m'a frappé. Parce que c'était vrai. Douloureusement, brutalement vrai. Avais-je vraiment été aussi aveugle? Aveuglé par le vernis, par le sourire éclatant, par le jargon de start-up et la silhouette tonique qu'Aurélie s'appliquait à maintenir comme une carte de visite vivante? Oui. Je l'avais été. Avec du recul, tout était là. Évident. Criant. La façon dont elle me présentait aux soirées, par exemple. C'est Joseph. Il possède sa propre entreprise, disait-elle avec un petit sourire forcé, comme si elle devait justifier ma présence. Jamais Joseph, l'entrepreneur. Jamais Joseph, le bâtisseur, l'homme qui transforme du vide en beauté avec ses mains. Elle effleurait toujours la vérité du bout des doigts, sans jamais la regarder en face. C'était subtil, mais c'était là. Dans chaque œillade fuyante, chaque rire nerveux dès que je parlais de mon travail. Chaque fois que j'étais fier d'un projet, une terrasse sur mesure, une cuisine réinventée, elle détournait la conversation, embarrassée, comme si elle ne voulait pas que ses amis sachent que son fiancé posait du carrelage pour vivre. Et puis il y avait ses pics. Ces phrases glissaient comme des lames déguisées en plaisanterie. Une fois marié, tu pourras passer à la gestion, hein? Comme ça tu ne casseras plus ton dos toute la journée. Traduction, ce que tu fais n'est pas assez. Ce que tu es n'est pas digne. 3 mois après ce que maman et moi appelions à moitié en plaisantant, à moitié très sérieusement, le jour de la découverte, j'avais enfin l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Le travail allait mieux que jamais. Rien ne ravive une flamme comme une bonne rage brûlante. J'étais partout. Mon entreprise tournait à plein régime. Chaque chantier que j'achevais était un doigt levé au destin. La preuve que je me tenais toujours debout. Que j'avais survécu. J'avais vendu la maison conjugale, comme l'appelaient cyniquement mes amis, et j'avais acheté une petite cabane en bois au bord du lac. Juste pour moi. Pas de souvenirs, pas de fantômes, rien que le silence, la brise sur l'eau, et le bruit du bois qui craque le soir. La paix. Maman, elle, avait pris un appartement à proximité de l'hôpital. Elle semblait plus légère. Comme si quelqu'un lui avait ôté un poids qu'elle traînait depuis trop longtemps. Elle s'était inscrite à un groupe de soutien pour femmes en instance de divorce, et avait même commencé à suivre des cours d'art sur ses jours de repos. Papa avait toujours dit que l'art, c'était bon pour les oisifs. Une perte de temps. Une perte d'argent. Alors la voir enfin peindre, poser des couleurs sur du papier sans demander la permission, m'a rempli d'une fierté impossible à exprimer. Et puis, un jour, le karma s'est présenté. Pile à l'heure. Tout a commencé par un appel. Numéro inconnu. J'en ignorais des dizaines par semaine, alors j'étais à 2 doigts d'appuyer sur refuser. Mais quelque chose m'a retenu. Un instinct, peut-être. Une intuition. J'ai décroché. Joseph, s'il te plaît, ne raccroche pas. La voix me glaça. Papa, ai-je dit, le pouce suspendu au-dessus du bouton rouge. Donne-moi une bonne raison. Ma voix était tranchante, froide, comme de l'acier fraîchement forgé. Je suis en train de tout perdre, souffla-t-il. Sa voix se brisait. Un bruit que je ne lui avais jamais entendu faire. Pas une seule fois dans toute ma vie. Le divorce. La maison. Mon travail? J'ai besoin d'aide. Je ris. Un éclat bref, sec, aussi amer qu'un vieux clou rouillé. Et en quoi est-ce mon problème? Ai-je dit, ma voix plus calme que jamais. Il hésita. C'est l'avocate de ta mère. Je souris. Lentement. Sans une once de pitié. Ah. Marion Delaney. Une vraie artiste, pas vrai? Elle veut tout. La maison, les économies, même ma retraite. La voix de mon père tremblait, dégonflée, comme une voile crevée. Et quelqu'un au travail a découvert ce qui s'est passé. Je suis suspendu. En attente d'une enquête éthique. Je me suis appuyé contre le mur du chantier,
un sourire glacial au coin des lèvres. Papa. Vice-président d'une compagnie d'assurance conservatrice, en costume 3 pièces même le vendredi, qui passait ses réunions à parler de valeurs fondamentales et de respect de l'éthique professionnelle. Bien sûr qu'il lui tomberait dessus. Il avait juste baisé la fiancée de son fils. Qui pourrait bien mal le prendre? Tu devrais peut-être appeler Aurélie à l'aide, ai-je lancé, chaque mot ciselé dans la glace. Un silence s'est abattu. Tellement épais que je pouvais presque l'entendre s'étouffer de l'autre côté de la ligne. Elle ne me parle plus, a-t-il fini par admettre, d'une voix étranglée, presque inaudible. Laisse-moi deviner, ai-je répliqué en crachant presque les mots. Elle est passée à quelqu'un d'autre, hein? Quelqu'un qui pourrait lui offrir mieux. Ou juste, plus. Il n'a rien répondu. Et ce silence-là, il était plus éloquent que toutes les confessions du monde. Joseph, dit-il encore, la voix brisée. Je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais, pourrais-tu parler à ta mère? Pourquoi? Demande-lui d'être plus douce. Dans le règlement. Je vais me retrouver sans rien. J'ai ri. Pas un vrai rire. Un rire tranchant, méchant, sec. Définitif. Tu as raison sur un point, ai-je dit. Tu n'as pas le droit de demander. Tu as fait tes choix, papa. Maintenant, assume les conséquences. Puis j'ai raccroché. Et j'ai bloqué son numéro. Le coup de grâce. 2 jours plus tard, maman m'a appelé pendant sa pause déjeuner. J'étais sur un chantier, en train de signer pour une palette de carrelage, distrait, en sueur, les pensées déjà ailleurs. Tu ne devineras jamais qui est venu me voir à l'hôpital, a-t-elle dit. Sa voix était tendue. Pas inquiète, tendue. Comme si elle avait été sur le point d'éclater, mais qu'elle se retenait. Qui? Aurélie. J'ai failli faire tomber mon téléphone. Quoi? Quoi? Elle est dans un sale état, Joseph, a continué maman, plus ferme maintenant. Elle a perdu son boulot. Ne peut plus payer son loyer. Apparemment, ton père lui avait promis de quitter la maison, de la soutenir, et maintenant, il ne peut même plus se gérer lui-même. J'ai éclaté d'un rire. Brusque. Vilain. Cru. Et elle pensait que toi, tu l'aiderais? Non, a dit maman. Et cette fois, j'ai entendu cette note rare dans sa voix. La dureté. Celle qu'elle n'utilisait que lorsqu'elle en avait vraiment fini avec quelqu'un. Elle voulait que je te convainque de les aider. Tous les deux. Un silence s'est installé. Pas parce que je ne savais pas quoi dire. Mais parce que je n'arrivais pas à croire qu'ils avaient encore ce culot. Et tu as dit quoi? Ai-je demandé en serrant mon presse-papier si fort qu'il craqua entre mes doigts. Je lui ai dit que j'avais élevé un fils intelligent. Un fils qui ne perdait pas son temps avec des conneries. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Un vrai sourire. Sincère. Fièrement. C'est ma mère, ai-je murmuré. Mais bien sûr, l'univers n'en avait pas fini avec moi. Le lendemain, je me suis arrêté sur l'un de mes chantiers, une rénovation de cuisine dans un quartier huppé, calme, presque trop parfait. Le genre d'endroit où chaque haie est taillé au millimètre. Et elle était là. Aurélie. Debout près de mon camion. Comme un chiot perdu, trempé, abandonné. Elle n'avait plus rien de la femme brillante, assurée, dont la démarche faisait tourner les têtes au barbecue. Elle avait l'air rétréci. Son jean était usé, délavé, pendait à ses hanches. Un vieux t-shirt trop grand lui tombait sur les épaules. Elle avait perdu ce vernis qui brillait si fort qu'il m'avait aveuglé pendant des années. Elle ressemblait à une coquille vide. Un écho. Et pourtant, je savais, elle n'était pas là pour s'excuser. Pas vraiment. Elle était là pour obtenir quelque chose. Mais cette fois, il n'y avait plus rien à donner. Quand elle m'a vu, elle s'est aussitôt redressée, tentant de ravaler la fatigue, de réajuster ce vieux masque d'assurance. Celui qui avait trompé tant de monde, et moi en premier. 5 minutes, dit-elle d'une voix posée, presque raisonnable. C'est tout ce que je demande. Malgré chaque alarme dans mon corps, malgré la logique, la fierté, la douleur encore vive, j'ai soupiré. Et j'ai hoché la tête. Une dernière fois. Elle se lança aussitôt. Comme sur scène. Ses yeux se mirent à briller,
ses larmes de théâtre débordaient déjà avant même qu'elle n'ait ouvert la bouche. J'ai fait une terrible erreur, commença-t-elle, la voix tremblante pile au bon moment. Ton père, il m'a dit des choses sur toi. Il m'a fait croire que tu me cachais des choses, arrête, les yeux coupés, levant la main. Elle s'interrompit net. Tu n'as pas été manipulée, Aurélie. Tu fais juste face aux conséquences de tes choix. Pour une fois dans ta vie. Son visage changea aussitôt. C'était comme une gifle invisible. Les larmes s'évaporèrent, le regard se durcit, devint tranchant. D'accord, cracha-t-elle, ces mots pleins d'acide. Tu veux la vérité? Je m'ennuyais. Tu travaillais tout le temps, tu parlais sans cesse de l'avenir. Ryan me faisait me sentir désiré. Le prénom de mon père, lâché comme une simple note dans une phrase, m'arracha un haut le cœur. Ryan. Pas ton père, pas monsieur, non. Juste Ryan, comme s'ils avaient été complices depuis des années, comme s'ils riaient dans mon dos pendant que je leur bâtissais un avenir. Je me suis appuyé contre le camion, les bras croisés, sans un mot. L'air était lourd. Et je laissais ce silence s'étirer, s'allonger jusqu'à ce qu'il pèse sur elle. Et comment ça se passe pour toi maintenant? Ai-je demandé, d'un ton neutre, presque lassé. Elle baissa les yeux, ses épaules s'affaissèrent. Je vais me faire virer, admit-elle, le ton soudain beaucoup plus vrai. Personne ne m'embauchera une fois que mes références seront vérifiées. Ton père est ruiné, ta mère ne lui laisse rien. On a fait une erreur, mais est-ce qu'on mérite vraiment que nos vies soient complètement détruites? Je fis mine de réfléchir, hausser les épaules. Oui. Oui, vous le méritez. Joseph, s'il te plaît. Elle fit un pas vers moi et posa sa main sur mon bras. Ce même geste. Ce vieux réflexe. Cette fausse douceur qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait quelque chose. On pourrait arranger ça, dit-elle d'une voix mielleuse. Je tiens encore à toi. On avait des projets. Un avenir. Je fixai sa main jusqu'à ce qu'elle la retire. Un avenir où tu dormirais avec mon père pendant que je verserais un acompte sur une crèche? Ma voix était calme. Presque ennuyée. Cet avenir-là? Elle tressaillit, mais ne broncha pas longtemps. L'instinct de survie reprit le dessus. Je ne te demande pas de me reprendre, lança-t-elle rapidement, d'un ton un peu trop aigu, un peu trop pressé. Ce ton qu'elle prenait quand elle était nerveuse. Quand elle mentait. Et je la regardais. Non pas avec colère. Mais avec une lucidité froide, nette, tranchante comme du verre poli. Elle n'était plus rien d'autre que ce qu'elle avait toujours été. Un masque. Un calcul. Une illusion. Aide-moi juste à me remettre sur pied, dit-elle, la voix doucereuse, jouant la carte de la vulnérabilité. Peut-être seule. Ou, utilise tes relations. Pour m'aider à retrouver un emploi. Tu t'en sors si bien, Joseph. Et moi, je paie les conséquences de mes actes? L'interrompis-je, en finissant sa phrase. Je laissai les mots flotter dans l'air entre nous, acérés, suspendus comme des lames prêtes à tomber. Puis, lentement, je penchai la tête et lui lançai un long regard froid. Alors, Aurélie? Comment se porte toute cette affirmation féminine maintenant? Je fis une pause. Tu es assez forte et indépendante, non? Pour résoudre tes problèmes toute seule? Son regard changea immédiatement. Plus de supplication. Juste du feu. Un feu amer, rageur, blessé. Tu aimes ça, hein? Me voir comme ça, à terre, pendant que toi tu prospères. Je regardai ma montre. Un geste sec. Sans pitié. Tes 5 minutes sont écoulées, dis-je. Ne me contacte plus. Ni moi, ni ma mère. Je me retournai, prêt à partir. Et puis, dans un dernier sursaut pathétique, elle lança une menace, sa voix brisée par la colère et l'humiliation. Tu vas le regretter, Joseph. Je jure que tout le monde saura qui tu es vraiment. Je m'arrêtai. Juste un instant. Je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule. Et je souris. Pas un sourire aimable. Un sourire presque doux, mais dans sa cruauté. N'oublie pas d'inclure la partie où tu as couché avec mon père. Je suis sûr que ça ralliera tout le monde à ta cause. Elle resta là, bouche bée. Sans voix. Je ne lui laissai pas le luxe de répondre.
Mais une fois rentré, sa menace commença à tourner en boucle. Je la connaissais. Aurélie était une combattante. Une bête blessée, mais tenace. Elle mettrait le feu à tout juste pour se sentir de nouveau en contrôle, pour reprendre un peu de terrain. Et moi, j'avais trop travaillé pour tout perdre maintenant. Ma réputation, c'était mon capital. Mon nom, c'était ma garantie. Si elle commençait à répandre son venin, si elle parvenait à infecter les cercles où je travaillais. Je ne pouvais pas laisser faire ça. J'ai décroché mon téléphone. Il n'y avait qu'un seul homme à qui je pouvais parler de tout ça sans filtre. Un seul qui connaissait toute l'histoire, sans le vernis, sans les coupes. Matthew. Il décrocha presque immédiatement. Que s'est-il passé, demanda-t-il, alerte, comme toujours. Je lui racontai tout. La confrontation. La menace. La lueur dans les yeux d'Aurélie, ce mélange toxique de rancune et de désespoir. Il y eut un silence. « À quoi tu penses » demanda Matthew, prudent. Je pris une respiration. Longue. Lente. Je pense qu'il est temps qu'il comprenne ce que ça fait d'être complètement exposé. Il laissa échapper un long sifflement. « Joseph, t'es sûr de toi » Je serrai les dents. « Ouais. J'en suis sûr. » Et c'est là que tout s'est enclenché. Le plan. Les jours suivants, chaque pièce se mit en place. La clé, c'était Jocelyne, la sœur de Matthew. Elle travaillait à l'accueil du country club où mon père s'accrochait encore à son abonnement comme un naufragé à une planche. L'une des dernières choses que l'avocate de maman ne pouvait pas encore toucher. C'était à son nom. À lui seul. Un vestige de son ancien monde. De son image. Là où tout le monde le saluait encore d'un sourire poli. Là où il pouvait prétendre que sa vie n'était pas en train de s'effondrer. Et Jocelyne confirma exactement ce que je soupçonnais. Papa l'avait fait. Avec une audace crue, presque fascinante. Il avait osé amener Aurélie au country club, la présentant à ses anciens collègues et contacts professionnels comme son assistante personnelle, dans une tentative pathétique de la recaser. Le théâtre était grotesque. Lui, toujours à jouer le père de famille stable et digne. À qui voulait l'entendre, il racontait que lui et maman traversaient simplement une mauvaise passe. Que tout finirait par rentrer dans l'ordre. Qu'ils étaient mûrs, raisonnables, civilisés. Et Aurélie, collée à son bras, faisait mine de sourire humblement, comme si elle n'était pas la cause directe de l'implosion. Mais la cerise sur ce gâteau d'hypocrisie ? Le gala annuel de charité du club ce week-end-là. Le plus grand événement social de l'année dans notre ville. Tous les membres importants seraient là. Les associés de papa. Les figures locales. Les partenaires d'affaires. Les donateurs. Et bien sûr, les futures opportunités professionnelles d'Aurélie. Jocelyne, la sœur de Matthew, toujours à l'accueil, m'a confirmé qu'ils étaient bien sur la liste des invités. Évidemment qu'ils l'étaient. Papa avait généreusement financé cette association pendant des années. Se donnant en spectacle comme un bienfaiteur. Alors, malgré les rumeurs qui commençaient à circuler dans les couloirs, le club n'avait pas osé le rayer de la liste. Parfait. J'ai passé les 2 jours suivants à appeler des gens. Des entrepreneurs à qui j'avais sauvé des chantiers à la dernière minute. Des fournisseurs que j'avais sortis de la panade avec des avances. Des clients fidèles. Des figures locales avec qui j'avais bâti de vrais liens. Je ne voulais pas juste les humilier. Je voulais empêcher leurs mensonges de prendre racine. Couper net leur récit. Détruire leur théâtre avant qu'ils ne puissent en faire une scène permanente. Le soir du gala, j'ai enfilé le costume que j'avais acheté pour mon dîner de répétition de mariage. Ironique. Et j'ai été chercher maman. Elle était magnifique. Pas belle dans le sens, effacée et correcte, qu'elle avait toujours été forcée d'endosser. Mais belle avec force. Elle portait une robe qu'elle avait choisie elle-même, élégante, fluide, lumineuse, pas une de ces absurdités informes que papa qualifiait de « plus adaptée à son âge ». Elle rayonnait. De dignité. De liberté. Dès qu'on a franchi les portes de la salle de bal, les regards se sont tournés. Chuchotement. Silence. Tête qui se penche. Et je les ai vus. Papa, debout près du buffet, a failli s'étouffer avec son eau pétillante. Ses yeux se sont écarquillés en me voyant. Aurélie, à côté de lui, figée, pâle,
dans une robe visiblement empruntée, trop serrée aux hanches, trop grande aux épaules. Elle ressemblait à une adolescente ayant volé une tenue pour le bal de fin d'année. Ses lèvres se pincèrent comme si elle avait vu un fantôme. Il ne nous attendait pas parfait. Bien, ai-je murmuré à maman, lui offrant mon bras. Nous avons marché droit vers eux, chaque pas pesé, assuré, comme une chorégraphie ancienne qu'elle et moi connaissions enfin par cœur. « Qu'est-ce que tu fais là ?» siffla papa entre ses dents, son faux sourire fondant à vue d'œil. Je souris, les dents légèrement découvertes. « Tu soutiens l'association caritative. Alors bien sûr que maman est là. Elle est l'invitée d'honneur. Tu ne le savais pas ? » Son front se plissa, son masque de contrôle craqua. L'invité, quoi ? Et c'est maman qui lui répondit. Sa voix douce, tranquille. Inébranlable. L'hôpital m'a nominé pour le prix du service communautaire, dit-elle avec un léger sourire. Pour mon travail auprès des victimes de violences conjugales. Bang. Même Aurélie vacilla. L'impact était silencieux, mais total. Le genre de vérité qui éclaire toute une pièce. Et dans leur regard décomposé, je lus pour la première fois ce que j'étais venu chercher. La peur. La vraie. C'était la vérité. Pendant des années, maman s'était donné corps et âme à ce programme de soutien aux victimes de violences conjugales. Organiser, écouter, coordonner, consoler. Elle l'avait fait dans l'ombre, sans chercher la reconnaissance. Et pendant tout ce temps, papa n'avait cessé de minimiser son engagement, le qualifiant de petit projet bénévole, comme s'il s'agissait d'un passe-temps entre deux lessives. Mais voilà, la nomination au prix du service communautaire avait été déposée des mois auparavant. Par son équipe. Par ses patientes. Par des femmes dont elle avait aidé à changer la vie. Ce soir-là, dans cette salle de bal illuminée, devant toute l'élite de la ville, le moment était parfait. Aurélie recula légèrement, les yeux cherchant fébrilement une issue. On aurait dit qu'elle voulait se glisser sous la nappe de la première table venue. « Ryan, on devrait partir », murmura-t-elle, jetant un coup d'œil nerveux au public. Les conversations s'étaient ralenties. Tous sentaient que quelque chose se passait. « Avant que vous partiez, dis-je, haussant la voix juste assez pour attirer l'attention d'un rayon plus large, je voulais prendre un instant pour remercier ces deux personnes extraordinaires ici présentes. » Ils se figèrent. Leur nom n'avait pas encore été prononcé, mais tout le monde savait. Tout le monde regardait. « Merci », souffla papa, son ton se glaçant instantanément, ce ton tranchant, cette voix basse qu'il utilisait quand j'étais gosse et que j'avais dépassé les bornes. Ce ton d'avertissement juste avant la claque. Mais je ne le regardais même pas. Je levai mon verre d'eau, le tapai doucement contre le sien avec un petit tintement presque moqueur. « Absolument », répondis-je avec un sourire tranquille. Si vous ne m'aviez pas montré vos véritables visages, j'aurais sans doute gâché encore des années de ma vie avec des gens qui ne le méritaient pas. Le silence tomba comme un coup près. Les verres s'arrêtèrent en mi-course. Les conversations s'interrompirent. Les visages se tournèrent. Les oreilles s'ouvrirent. « Joseph, s'il te plaît », murmura Aurélie, ses yeux grands ouverts, comme ceux d'un animal traqué. Mais je ne l'entendis pas. Du moins, je fis comme si elle n'existait plus. Au lieu de ça, continuai-je, la voix plus ferme, plus ancrée, j'ai doublé mon chiffre d'affaires. J'ai acheté une maison au bord du lac. J'ai découvert qui étaient mes vrais amis. Je levai à nouveau mon verre. Au karma. Et comme s'il avait été cueilli par la main du destin lui-même, Mathieu leva le sien, puis une autre amie, et leurs voix s'unirent, au karma. Le murmure s'amplifia, l'écho assez fort pour traverser la salle. Papa me saisit alors le bras. Brutalement. Ses doigts s'enfoncèrent dans ma chair comme pour m'arracher à la scène qu'il ne contrôlait plus. Ça suffit, gronda-t-il. Tu as fait valoir ton point. Il me parlait comme avant. Comme s'il avait encore une autorité. Comme si j'étais encore ce gamin de 17 ans qui baissait les yeux devant sa colère. Mais je ne bougeais pas. Je fixai sa main, puis remontai lentement le regard vers le sien. Non, dis-je calmement. Vraiment pas. Je sentis son corps se raidir. Il savait. Il savait. Quelque chose avait changé. L'air avait un goût de vérité. Je fis un signe discret à Mathieu, posté à l'autre bout de la salle, calme comme toujours. Il hocha la tête.
Les lumières se tamisèrent légèrement. Et le grand écran de projection s'abaissa au-dessus de la scène, captant aussitôt l'attention de toute la salle. Un souffle parcourut l'assemblée. Le regard d'Aurélie se fixa sur l'écran. Son visage devint livide. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, d'une voix plus forte qu'elle ne l'aurait voulu. « Juste un petit diaporama, répondis-je. Un récit visuel, disons. Un récapitulatif. Et ce n'était que le début. T'inquiète, ai-je dit à mi-voix, les yeux fixés sur l'écran. C'est totalement interdit aux moins de 13 ans. Et puis, les images ont commencé. Première diapositive, capture d'écran de leur texto. Les passages les plus obscènes étaient floutés, juste assez pour respecter la loi, mais pas assez pour épargner l'humiliation. Chaque mot transpirait la trahison. L'intimité volée. La cruauté de deux adultes qui avaient décidé de tout brûler pour une pulsion. Puis vinrent les reçus d'hôtel. Les horodatage. Les soirées entre filles. Les voyages d'affaires de papa. Alignés, ordonnés, inattaquables. Et pour couronner le tout, des images floues mais identifiables de caméras de surveillance marchant bras dessus bras dessous dans un hall d'hôtel, le regard complice, le crime presque banal. Chaque mensonge, exposé avec une précision chirurgicale. Chaque trahison, associée à une date, une situation, une vérité que plus personne ne pourrait nier. Les légendes, elles, étaient simples. Froides. Cruelles de vérité. Le 7 mai, pendant que je construisais notre maison, ces deux-là construisaient autre chose. Le 2 juin, le mal de dos de papa ne l'empêchait de bouger que lorsque je l'invitais à pêcher. Le 14 février, Aurélie m'a dit qu'elle travaillait. Elle travaillait, oui, mais avec mon père. Dans la salle, un silence de mort. Littéralement. À part quelques halètements choqués, 1 ou 2 jurons chuchotés, personne ne parlait. Personne n'osait. Et au premier rang, Marie Delaney, l'avocate de maman, filmait discrètement la scène, un sourire satisfait sur les lèvres, celui d'une femme qui avait vu de nombreuses batailles, mais rarement une aussi bien menée. Puis, la dernière diapositive apparut. Noir sur fond blanc. Une phrase. Simple. Définitive. Le caractère, c'est ce qu'on fait quand personne ne regarde. Les lumières se rallumèrent. Aurélie pleurait à chaudes larmes, incapable de se contenir. Du mascara dégoulinait sur ses joues comme de la peinture qui s'efface. Papa, lui, semblait prêt à s'effondrer. Son visage était gris, le regard vide. On aurait cru qu'il cherchait une trappe pour disparaître. Et puis le président du club s'avança. Je l'avais connu toute ma vie. Un homme mesuré, jamais prompt au scandale. Mais ce soir-là, son visage était impassible. Solennel. Ryan, dit-il, la voix neutre, pesée. Je pense qu'il serait préférable que tu partes maintenant. Ton adhésion sera examinée par le conseil d'administration. Papa tourna lentement les yeux vers moi. Ce que je vis dans son regard n'était pas du remords. C'était de la haine. Crue. Blessée. Infantile. Tu m'as détruit, cracha-t-il, comme un enfant pris en faute. Je me rapprochai. Juste assez pour que lui seul entende. Non, lui répondis-je, le ton tranchant comme la lame d'un couteau bien aiguisé. Tu t'es détruit. Moi, je m'assure juste que tout le monde le sache. Aurélie, de son côté, balbutiait dans le vide, s'accrochant au moindre regard, octant entre deux vagues de larmes forcées. C'est un malentendu, je suis persécuté, c'est du harcèlement. Mais personne ne la croyait. Et surtout, plus personne ne l'écoutait. Maman, à mes côtés, droite comme un chêne, sereine comme la mer juste avant l'aube, glissa sa main dans la mienne. Sa peau était douce. Sa poigne, ferme. Était-ce trop ? Murmura-t-elle, l'ombre d'un doute dans la voix. Je tournai la tête vers elle. Elle, qui avait tout enduré en silence pendant tant d'années. Elle, qui s'était effacée pour maintenir la paix. Elle, que mon père avait traitée comme une variable de décor. Je lui souris. Vrai. Simple. Non, maman, dis-je. C'était juste, enfin la vérité. J'ai levé les yeux au ciel en voyant son profil. Relever les défis de la vie, plus forte que jamais. Riche, vraiment.
venant de la femme qui avait littéralement créé ses propres défis en couchant avec mon père derrière mon dos. L'ironie était si épaisse que j'aurais pu la découper au couteau. Il paraît que sa tentative de reconversion en coach de développement personnel n'a pas vraiment décollé. Le problème avec Internet, c'est qu'il est aussi prompt à offrir des secondes chances qu'à tout se rappeler. Et dans notre petite ville, où les ragots circulent plus vite que la 4G, Aurélie n'était plus qu'un nom prononcé à voix basse, souvent suivi d'un soupir ou d'un rire moqueur. Et moi? Je vais bien. Ma petite maison au bord du lac est devenue mon refuge. Je m'y réveille chaque matin avec la satisfaction simple de n'avoir aucun secret à cacher, aucun masque à porter. Le travail est exigeant, mais il me remplit. Mes mains sont calleuses, mon dos parfois douloureux, mais chaque clou, chaque planche, chaque projet terminé me rappelle que je construis quelque chose de vrai. Maman s'épanouit. Elle est devenue une force tranquille au bureau redoutée par les fournisseurs, adorée par les clients. Elle a même recommencé à peindre, exposant quelques-unes de ses œuvres lors d'un marché local où elle a vendu plusieurs toiles. Elle m'a dit que c'était comme respirer à nouveau. Parfois, le soir, on s'assoit sur le porche de ma cabane, 2 bières à la main, les pieds posés sur la balustrade, et on parle de tout, sauf du passé. Pas par évitement, mais parce qu'il ne nous définit plus. Un jour, en regardant le reflet des étoiles sur le lac, elle m'a dit, « Tu sais, Joseph, tout ce qu'ils ont détruit, ils l'ont fait en pensant nous affaiblir. » J'ai hoché la tête, sans rien dire. Elle a souri. Et tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est nous rendre plus forts. Elle avait raison. Je ne suis pas devenu celui que mon père espérait. Je suis devenu bien mieux que ça. Je suis devenu libre. Il s'est arrêté à quelques mètres, comme s'il attendait une permission qui ne viendrait jamais. Le silence s'est installé, lourd, dévorant, seulement troublé par le bruissement des arbres et le cri lointain d'un jet bleu. Papa a levé les yeux vers moi, et pour la première fois, je n'ai pas vu l'ombre du père autoritaire, du sergent dominateur, du juge intransigeant. J'ai juste vu un homme brisé. Je suis désolé. C'était tout. Pas de long discours. Pas de manipulation. Juste ces 3 mots, murmurés avec une telle lassitude qu'il semblait lui coûter tout ce qui lui restait. Mais les mots ne suffisaient plus. Je l'ai regardé, impassible. Mon silence était plus éloquent que 1000 répliques. Il le savait. Il a baissé la tête, a glissé la main dans sa poche et a sorti un petit écrin. Il le tendait, bras tremblants. C'est la bague. Celle de ta grand-mère. Aurélie me l'a rendue. Je pensais que tu devrais la voir. Je n'ai pas bougé. Je n'ai plus rien, a-t-il poursuivi. Pas d'excuses, pas d'attente. Je voulais juste te rendre ça. J'ai fini par descendre les marches du porche, lentement, sans le quitter des yeux. J'ai pris la boîte, l'ai ouverte brièvement, la bague était toujours là, délicate, intacte, aussi magnifique que dans mes souvenirs. Merci, ai-je dit. Pas pour lui. Pour la bague. Pour la mémoire de ma grand-mère. Il hocha la tête comme un homme qui venait de recevoir bien plus que ce qu'il pensait mériter. Puis, sans ajouter un mot, il retourna à sa voiture et partit. Je suis resté debout longtemps, le vent soulevant doucement ma chemise, la boîte dans la main. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me suis juste senti, vidé. Mais pas détruit. Parce que malgré tout, je suis encore là. Debout. Entier. Et pour la première fois depuis longtemps, je sais que le passé n'a plus de prise sur moi. Il n'est qu'un souvenir que j'ai regardé en face, un feu que j'ai traversé. Et je suis ressorti de l'autre côté. Pas indemne. Mais libre. Il tressaillit comme si mes mots venaient de le gifler en plein visage. Et peut-être était-ce le cas. La vérité a cette manière cruelle, parfois, de frapper plus fort que les poings. Il ouvrit la bouche, puis la referma, incapable de formuler une réponse. Rien ne venait. Il n'y avait rien à dire. Je m'approchai de lui d'un pas lent, mes bottes crissant sur le gravier, et je me plantai juste devant lui. Pas dans un élan de supériorité. Juste pour qu'il me voie. Qu'il voie ce que j'étais devenu sans lui. Sans ses conseils, sans son amour, sans son approbation. J'ai bâti ma vie malgré toi, pas grâce à toi, dis-je calmement. Tu as été un obstacle, pas un guide. Un poids, pas une ancre. Ses yeux brillèrent, mais ce n'était pas de la rage cette fois.
C'était cette tristesse désespérée, ce regard d'un homme qui commence à comprendre que certaines choses sont irréparables. Tu dis que tu veux de l'aide, repris-je. Mais je pense que tu confonds aide et pardon. Tu crois que si je t'aide, tu redeviendras le père. Mais c'est fini. Cette version de nous n'existe plus. Je ne peux pas faire comme si tu ne m'avais pas brisé. Il secoua doucement la tête, les yeux humides. Tu veux que je parte, c'est ça? Je veux que tu assumes, ai-je dit. Comme un homme. Tu veux une seconde chance? Alors commence par faire face à ce que tu as fait. Par toi-même. Sans mon nom, sans mon argent. Gagne ton pain à la sueur de ton front, comme j'ai gagné chaque centime. Tu ne veux pas vivre dans la honte? Alors fais mieux. Mais pas avec moi. Il resta là, figé, luttant contre l'humiliation qui lui brûlait les entrailles. Finalement, il hocha lentement la tête, essuya son visage d'un revers de manche, puis tourna les talons. Je le regardais s'éloigner, lentement, courbé, comme si le poids de ses propres choix lui écrasait les épaules. Je ne me sentais pas victorieux. Ce n'était pas une scène de vengeance. C'était une clôture. Une porte qu'on ferme, non pas dans la colère, mais dans la paix. Je retournai à ma cabane, repris ma tasse de café maintenant tiède, et m'assis de nouveau sur le porche. Le monde n'avait pas changé, mais moi, si. Et ça suffisait. Et c'est là que je l'ai vraiment su que j'étais enfin sorti de l'ombre de ces deux fantômes. J'ai déposé le téléphone, me suis appuyé contre le dossier de ma chaise, et j'ai laissé le silence m'envelopper. Il n'y avait pas de triomphe éclatant, pas d'orchestre dramatique. Juste cette paix, discrète mais totale. Celle qui vient quand on se sait libre. Libre de leur chaos, de leur pouvoir, de leur poison. Libre de les pardonner sans les reprendre. De tourner la page sans l'arracher. Le soleil disparaissait derrière la cime des arbres, jetant des lueurs d'ambre sur l'eau du lac. Un vent doux passait entre les branches, et quelque part au loin, une chouette ululait. Le monde continuait, imperturbable, magnifique. Et moi aussi. Je me suis levé, et repris ma tasse, et suis rentré à l'intérieur. J'avais une vie à construire. La mienne, cette fois solide, droite, sans fondation pourrie. Et peut-être, juste peut-être, un peu d'amour véritable au bout du chemin. Mais pour l'instant, j'étais bien. Complet. Et c'était plus que suffisant.